à tous et toutes, bienvenue dans l'émission Lyon Politique, une émission spéciale présidentielle. Cette semaine, on vous propose un débat à 9 jours du scrutin présidentiel et du premier tour, avec à ma gauche Thomas Réduchoz, député de la première circonscription de Lyon, député LREM, et puis à ma droite Hubert-Julien Laferrière, ancien député LREM, passé à Génération écologique, député de la deuxième circonscription de Lyon. Alors je vous redonne les règles du débat. Nous aurons 4 thématiques. Sur chacune d'elles, je vous demanderai une proposition phare et vous aurez la possibilité de répondre à la proposition phare de votre adversaire du jour. Les 4 thématiques seront l'écologie, la santé, les migrants et les retraites. On commence le tirage au sort, on a décidé ainsi par Thomas Réduchoz. En matière d'écologie, quelle serait la proposition phare du programme d'Emmanuel Macron ? Merci de votre accueil, Raphaël. Bonjour Hubert. Notre mesure phare, comme l'a dit le Président, c'est d'arriver à un mixte énergétique. Donc il n'est pas possible d'avoir du tout nucléaire, comme le préconisent certains, mais il n'est pas possible d'avoir un retrait total du nucléaire, comme le préconisent d'autres. Le mix énergétique, ça veut dire une force de l'atome dans notre production énergétique, avec la création de 6 nouvelles centrales nouvelle génération, mais par ailleurs, également, miser sur les énergies renouvelables. C'est ça cet équilibre que nous souhaitons avoir, avec un plan extrêmement ambitieux en matière d'énergie solaire, puisqu'on veut multiplier par 50 le parc d'énergie solaire, et également un plan extrêmement ambitieux en matière d'énergie éolienne, mais avec un focus particulier sur les éoliennes offshore, qui ne sont absolument pas assez développées. Bon, on sait les difficultés qu'on a à développer de l'éolienne offshore aussi par rapport aux différents recours que l'on a, mais ça sera une de nos grandes ambitions d'avoir justement ces énergies éoliennes offshore, plus l'énergie solaire et plus les centrales nucléaires. Alors, première réaction, Hubert-Julien Laferrière, mix énergétique. Oui, mix énergétique, bien sûr. On a beaucoup caricaturé d'ailleurs la position des écologistes là-dessus, puisque sur le nucléaire, on a une position totalement pragmatique. L'impératif, c'est de sortir du fossile et des émissions de gaz à effet de serre. Et donc d'investir au maximum dans les énergies renouvelables, ce qui n'a pas été assez fait depuis trop longtemps. Et puis d'investir massivement dans la rénovation énergétique, donc dans la sobriété, donc dans les économies d'énergie. Et c'est à partir de là que l'on saura comment on sort du nucléaire. L'objectif est bien de sortir du nucléaire, mais on ne va pas donner une date précise, parce que la priorité principale, c'est évidemment de sortir des énergies fossiles et de réduire nos émissions qui sont la cause du réchauffement climatique. Et pour cela, donc, évidemment, c'est le renouvelable, les économies d'énergie, la sobriété. Et à partir de là, on peut sortir également du nucléaire parce qu'on aura mis le paquet sur ces 2 objectifs-là. Et c'est pour ça que nous, notre mesure phare, c'est effectivement des mesures de rénovation des bâtiments. Mettre le paquet sur la rénovation énergétique pour sortir des passoires thermiques qui sont un drame, à la fois effectivement écologique, mais aussi pour le pouvoir d'achat. Et comme ça, l'écologie devient effectivement l'allié du pouvoir d'achat. Donc mettre le paquet, parce que MaPrimeRénov', ça n'a pas marché. Il y a près d'un... Non, mais tu sais bien, Thomas, il y a 1 million de dossiers. Non, mais il y a 1 million de dossiers ouverts. En fait, il y a eu 2500 dossiers qui ont abouti. Non. Donc mettre plus de 800 millions d'euros sur la rénovation des passoires énergétiques, ça permet effectivement de faire de la sobriété, des économies d'énergie, donc de moins dépendre des énergies fossiles. Et en même temps, c'est évidemment une mesure de pouvoir d'achat pour les ménages les plus modestes, puisque d'ailleurs l'ensemble des mesures préconisées par Yannick Jadot pour les ménages les plus modestes, pour le logement, aboutit à la fin à un 13e mois, ce qu'on appelle le 13e mois écolo. Je voudrais revenir sur ce que vient de dire Hubert. Moi, je partage aussi la volonté qu'a Hubert, mais que nous avons également très forte sur la sobriété énergétique. C'est une aussi des réponses. D'ailleurs, on encourage tout le monde actuellement de dépenser moins, de réduire sa dépense énergétique, que ce soit avec sa voiture, que ce soit avec son chauffage, parce que justement, actuellement, avec la guerre en Ukraine, c'est presque une mesure de solidarité par rapport à ce qui se passe en Ukraine, et puis pour anticiper demain les difficultés que nous aurons. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec les chiffres qu'annonce Hubert-Julien Laferrière. MaPrimeRénov', en 2021, ça a été 650 000 primes Rénov' qui ont été attribuées. Et notre objectif, c'est d'arriver chaque année, parce que là, c'est vrai que nous avons mis du temps à monter en puissance, mais là, en 2021, quand nous sommes arrivés vraiment en haut de notre politique, nous sommes arrivés à 650 000. Et pour les prochaines années, pour le prochain quinquennat, dans la même volonté, effectivement, de mettre un terme aux passoires thermiques, c'est d'arriver à 700 000 primes Rénov' par an. Mais Thomas confond les dossiers ouverts
et les logements effectivement rénovés et la sortie des passoires thermiques. Il ne s'agit pas des subventions allouées, il s'agit des résultats sur les passoires thermiques. Et là, on en est qu'à 2500 logements rénovés. C'est ça que j'explique par rapport aux près de 1 million de dossiers ouverts. Bien sûr qu'il y a eu des subventions qui ont été versées, mais le résultat, c'est le nombre de logements rénovés. Il n'y en a que 2500 sur 1 million d'ouverts. Ça, ce sont les chiffres officiels. Oui, mais bon, après, je pense que c'est plus que cela. Maintenant, il faut aussi voir une chose aussi, c'est qu'il faut avoir la capacité en matière d'artisanat, en matière d'entreprise, de pouvoir aussi répondre à cette demande. Ça, c'est un autre sujet en matière d'aide économique, mais je pense que voilà, on a cette ambition également, donc d'arriver à cette sobriété et à mettre un terme à ces passoires thermiques. Ce que j'entends, le vrai point de divergence, il est sur les 6 EPR et sur le nucléaire. Je pense, oui. Ah oui, clairement. Pour nous, le nucléaire n'est pas l'énergie d'avenir. L'énergie d'avenir, c'est d'abord d'économiser l'énergie, justement, et effectivement de mettre le paquet sur les renouvelables. Et aujourd'hui, on a un parc nucléaire important. Ça a été une grande fierté de la France pendant les années 60, 70, 80, 90. Bon, mais aujourd'hui, il faut effectivement passer à autre chose, donc investir massivement dans les énergies renouvelables. Et on utilise évidemment le parc nucléaire pour se fournir en énergie, en attendant d'avoir investi assez à la fois dans la rénovation et dans le renouvelable. Le risque avec du tout énergie renouvelable, on le sait bien, c'est l'intermittence. À part l'eau, qui est assez fiable, le solaire, le vent, on le sait, c'est pas quelque chose qu'on puisse assurer, surtout avec les problématiques des fois climatiques qu'on rencontre. Donc la fiabilité, et on le voit d'ailleurs, la difficulté qu'a l'Allemagne actuellement, et la dépendance qu'a l'Allemagne avec le gaz russe. Si nous ne sommes pas autant dépendants, c'est bien parce que nous avons un parc nucléaire parmi les plus puissants d'Europe. Et sur cette question-là, nous n'avons pas de tabou, et nous pensons que si la France veut garder sa capacité d'indépendance énergétique, qui va être de plus en plus important dans les années à venir, il nous faut un parc nucléaire moderne et ambitieux. Allez, vous avez introduit et conclu cette première thématique, donc on fera de même sur la deuxième. Cette fois, c'est la santé et votre mesure phare, Hubert Junien-Laferrière. La vraie question pour la santé aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais il y a un vrai sujet de déserts médicaux. Et donc, il faut absolument pouvoir lutter contre ces déserts médicaux parce que l'égalité d'accès à la santé de l'ensemble des citoyens, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça que la médecine, c'est un métier attractif. Donc, nous voulons doubler dans le mandat les effectifs dans les universités de médecine pour effectivement attirer davantage de médecins. Et donc, obliger sur la dernière année de médecine, les internes, effectivement, à aller dans les déserts médicaux. Et puis aussi, lorsque les médecins libéraux s'installent dans les zones denses, là où il y a déjà beaucoup de médecins, et bien effectivement qu'ils puissent s'installer quand il y a un médecin qui part effectivement à la retraite pour ne pas encore augmenter les effectifs dans les zones denses alors qu'il y a des déserts médicaux. Donc il y a un objectif principal qui est la lutte contre les déserts médicaux. Votre réaction déjà sur cette mesure ? Nous sommes favorables aussi à la lutte contre les déserts médicaux. Et Hubert parlait de leur objectif, le candidat Jadot, sur le nombre de médecins. Je peux le partager. Et pour cela, et je pense qu'on peut y arriver. Mais si on y arrive, c'est grâce à une mesure phare du précédent quinquennat, une mesure phare qu'avait portée Emmanuel Macron, qui est la fin du numerus clausus. Le numerus clausus, qui date d'il y a une quarantaine d'années, nous a conduit dans cette difficulté dans laquelle nous sommes actuellement, d'une insuffisance de nombre de médecins, et justement de ces déserts médicaux ou de certains quartiers dans nos grandes villes aussi, où des médecins ne s'installent pas, ou ne veulent pas s'installer, parce qu'il n'y a pas assez de médecins dans notre pays. Donc nous avons mis un terme à ce numerus clausus l'année dernière, il y a 2 ans, enfin la décision a été prise il y a 2 ans. Dès la rentrée 2021, ça a permis à 1000 étudiants de plus de rentrer en médecine. Alors c'est pas avec 1000 étudiants de plus qu'on va répondre aux problématiques que nous venons d'aborder, mais à terme, ça fera 10 000 médecins de plus quand nous serons arrivés vraiment à la réalisation de la fin d'un cycle universitaire, fin d'un cycle d'études. Et ainsi, nous pourrons répondre en partie, je pense, à ces problématiques. De la même façon, une des mesures d'Emmanuel Macron, c'est d'obliger les futurs étudiants d'avoir une 4e année d'internat, et dans cette 4e année d'internat, d'avoir l'obligation d'intervenir, de travailler dans un site désert médical rural ou zone urbaine sensible où il n'y a pas assez de médecins. Et je voudrais rajouter une de nos mesures extrêmement importantes, parce qu'il y a les déserts médicaux, c'est effectivement où les quartiers où il n'y a pas assez de médecins, c'est une de nos grandes difficultés en France. Mais il y a un autre sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est les EHPAD. Et la difficulté que nous avons dans les EHPAD, c'est aussi l'insuffisance de personnel soignant dans les EHPAD. Et donc, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a un objectif très ambitieux
d'arriver à une augmentation des effectifs d'infirmiers, infirmières, aides-soignants de 50 000 agents. On a malheureusement attendu pendant tout ce mandat la loi dépendance, qu'on nous promettait chaque année pour l'année suivante, et puis elle n'est pas arrivée. C'est vrai que c'est vraiment une question essentielle de traitement de la dépendance dans notre société aujourd'hui, et on le voit encore plus avec effectivement le scandale Orpea. Moi, je crois que globalement, il y a, si vous voulez, dans notre société aujourd'hui, il y a eu une dévalorisation des services publics. Et aujourd'hui, on a des services publics qui sont maltraités, qui sont exempts, que ce soit la justice, l'éducation, la police et la santé. Et donc, je crois qu'il faut effectivement que ces premiers de corvée qu'on a mis en avant depuis la crise Covid soient revalorisés. Donc, nous préconisons le recrutement de 100 000 infirmiers. Et puis, effectivement, la revalorisation des salaires dans l'hôpital, parce qu'on a des personnes qui vont commencer avec un petit salaire et qui vont terminer au bout de 30 ans, 35 ans avec 100 ou 200 euros de plus. Ça, c'est juste pas possible si on veut arriver à attirer dans ces métiers qui sont aujourd'hui les métiers du lien, qui sont essentiels, dans l'hôpital en particulier, mais on pourrait généraliser ça sur beaucoup de services publics. Et donc, oui, il faut un plan massif pour l'hôpital, un plan de revalorisation des effectifs, mais aussi un plan de décentralisation. Nous sommes pour la décentralisation de l'hôpital parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des logiques territoriales qui sont essentielles, notamment de lien de l'hôpital public avec son environnement. Il faut absolument que les décisions soient davantage décentralisées pour qu'on mette le paquet sur les soins avant tout. Pendant des années, rien n'a été fait pour l'hôpital. Donc c'est vrai que quand nous sommes arrivés entre guillemets aux affaires, quand le président Macron a été élu, le gouvernement Édouard Philippe, nous nous sommes retrouvés avec une situation d'un hôpital en crise. Moi, je tiens quand même à rappeler, quand on dit qu'on n'aurait abandonné les services publics, ce gouvernement, il y a 2 chantiers majeurs. Ça ne date pas de Macron. Voilà, ça ne date pas de Macron, c'est très ancien. Je veux dire, mais justement, la prise en compte que nous avons faite avec Emmanuel Macron, avec les 2 gouvernements, Édouard Philippe et Jean Castex, avec Olivier Véran, c'est déjà le Ségur de la santé, c'est des milliards d'euros insufflés dans l'hôpital pour le mettre aux normes, pour l'équiper avec des outils modernes. Et parce que c'est vrai, je partage l'avis d'Hubert Julien-Laferrière sur le niveau de salaire des personnels soignants. C'est une revalorisation des salaires avec, dans le cadre du Ségur, ça a été 183 € net par mois pour les personnels soignants dans les hôpitaux, dans un premier temps. Après, c'était les EHPAD. Et puis comme, effectivement, nous avons eu beaucoup de demandes, parce que quand nous commençons à revaloriser les salaires dans un certain secteur, d'autres secteurs se manifestent et disent « Mais pourquoi vous avez fait cela pour les soignants des hôpitaux ? Et nous, qui sommes dans d'autres structures médico-sociales, nous n'y avons pas droit. » Dans les foyers pour personnes handicapées, dans les EHPAD, etc. Donc nous sommes arrivés maintenant, je pense, avec l'automne dernier, à avoir revalorisé l'ensemble des filières, donc sanitaire et sociale, et même sociale. Et chacune de ces filières a vu pour les agents une augmentation de 183 € net par mois, et ça a pu même monter pour certains personnels, je pense notamment au personnel en service de gynécologie, jusqu'à 500 € de plus par mois pour les sages-femmes. Voilà. L'autre chantier extrêmement fort qui montre que ce côté où nous aurions abandonné le service public, c'était quand même la crise Covid. La crise Covid, je pense que l'État-providence n'a jamais été aussi fort en France que pendant cette crise Covid. Et le président Macron a été au rendez-vous de cette grande tradition de l'État-providence français, puisque je tiens juste à rappeler que la vaccination, les tests de dépistage, une partie des masques, c'est des financements de l'État, et c'est plus de 10 milliards d'euros en tout, rien que sur l'année, par exemple, 2021. Donc, on ne peut pas dire comme cela qu'on aurait eu un gouvernement ultralibéral, comme je l'entends. Alors, je ne dis pas que c'est Hubert Julien-Laferrière qui le dit, mais c'est ce que j'entends par rapport à d'autres adversaires politiques. Je crois que quand on voit ce qu'a fait la France, ce qu'a fait ses gouvernements pendant cette crise Covid, nous sommes le pays en Europe qui a fait le plus pour protéger ses concitoyens. Et on va laisser répondre Hubert Julien-Laferrière. On suit un peu les temps de parole. Vous avez 2 minutes d'avance. Et vous laisse largement le temps de répondre. Une remarque plus générale, c'est qu'est-ce qu'on a, en début de mandat, on avait un président de la République qui promettait de réconcilier les Français. Et en fait, on a eu une société totalement écartelée, totalement divisée avec cette crise des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, contrairement à ce qu'on a
pu croire dans la réponse du président de la République, je me souviens au septembre 2019, qui m'avait beaucoup étonné lorsqu'il nous a expliqué que maintenant il fallait mettre le paquet sur les questions d'immigration, on va en parler dans quelques temps, c'était au fond l'abandon, ce qu'on appelle la diagonale du vide, qui est abandonnée par les services publics. Beaucoup de territoires qui sont abandonnés par les services publics. Ce n'est pas que l'hôpital, mais c'est effectivement les services en général. Et donc là, aujourd'hui, il y a effectivement une volonté dans le programme de Yannick Jadot très forte de rattrapage, effectivement, d'avoir une santé publique qui soit sur l'ensemble des territoires. Et donc, il y aura effectivement des moyens financiers qui devront être mis, notamment dans la reprise de la dette de l'hôpital public, pour qu'on puisse avoir un hôpital public qui soit présent sur l'ensemble des territoires de France. Et sur la gestion du Covid, puisqu'elle a été présentée comme exemplaire, sur la gestion du Covid, nous avons soutenu la plupart des mesures qui ont été prises. Là où nous avons eu une critique forte, c'était effectivement que dès le départ, on a voté, le gouvernement a pris des ordonnances sans contrôle du Parlement qui restreignaient fortement les libertés publiques. Et on a beaucoup regretté qu'il n'y ait pas de débat à la fois dans la société et au Parlement sur les restrictions des libertés publiques. Sur la gestion de la crise en tant que telle, même s'il y a des erreurs effectivement au début, sur les masques et sur d'autres sujets, évidemment, le soutien de la collectivité publique, nous l'avons soutenu, bien sûr. Allez, avançons sur la troisième thématique de ce débat. Vous l'avez annoncé, la question de la migration, des migrants. Thomas Rudigos, c'est votre tour d'annoncer une mesure phare sur cette thématique. Alors, écoutez, je pense qu'on est en plein dans l'actualité, puisque actuellement nous vivons l'arrivée de migrants, de réfugiés ukrainiens. La France, d'ailleurs, avec la présidence de l'Union européenne par le président Emmanuel Macron, a tout de suite pris ses responsabilités, a tout de suite mis en place les dispositifs pour pouvoir accueillir des milliers et des milliers de réfugiés ukrainiens, même si pour l'instant ils ne sont pas encore tous arrivés, mais nous avons annoncé que nous pourrions accueillir, pour que chacun puisse, porter sa part de la responsabilité, accueillir jusqu'à 100 000 Ukrainiennes, Ukrainiens dans notre pays. Et la France, dans le cadre de cette présidence de l'Union européenne, a demandé à l'Europe d'activer un dispositif qui n'avait pas été activé jusque-là, qui existe dans le droit européen depuis quelques années, c'est la protection temporaire, qui permettra justement de traiter en urgence l'ensemble de ces réfugiés. Mais voilà, ce n'est pas l'annonce ça c'est pas du programme, ça c'est de la gestion de crise, j'ai envie de dire. En matière de programme, une de nos grandes difficultés, on le voit, sur la gestion des flux migratoires, c'est le côté, on se renvoie des responsabilités entre pays pour l'arrivée et la gestion justement des frontières. Donc encore une fois, là-dessus, le président Macron pense et veut que l'Europe soit à la hauteur de cette gestion des frontières et qu'on arrête comme ça d'avoir cette compétition entre pays qui est malsaine et qui ne peut pas résoudre les crises et qui surtout risque de fragiliser l'Europe. Et on a besoin justement dans les prochains temps d'une Europe forte. Et pour cela, il faut on a une unité de garde-frontière, on a un service de garde-frontière européen qui s'appelle Frontex, mais qui n'est pas assez pourvu. Et ce service européen de garde-frontière doit monter en puissance. Et la volonté du président, ou du candidat, devrais-je dire, Emmanuel Macron, c'est de multiplier par 5 les effectifs de Frontex et d'arriver jusqu'à 10 000 agents. Et que cette responsabilité-là, qui reste bien évidemment l'apanage aussi des États, mais si on veut être à la hauteur et si on veut avoir une Union européenne forte, il faut que ça soit un dispositif européen. Eh bien, Julien Laferrière. Peut-être d'abord une réponse. Vous avez un peu de retard, donc vous avez le temps de répondre d'abord. Vous le savez, j'étais en Ukraine la semaine dernière et j'ai passé pas mal de temps à la frontière polonaise pour voir comment les ONG, l'ensemble de la communauté internationale et beaucoup de bénévoles venaient accueillir les Ukrainiens, les plus de 3 millions maintenant de réfugiés ukrainiens qui sont en Europe et essentiellement en Pologne et en Hongrie. Mais ce que je constate dans la priorité qu'a affiché Thomas, c'est comment on limite l'immigration. C'est Frontex, comment on limite l'immigration. Bon. Moi, je suis frappé de voir comment il y a cet élan de solidarité à l'égard des Ukrainiens, alors que le gouvernement a annoncé effectivement un objectif d'au moins 100 000 accueils. Et on voit des initiatives dans les territoires de France, des familles d'accueil, des initiatives qui se créent pour pouvoir accueillir.
Et moi, je me souviens, vous savez, pas très loin d'ici, à Montrottier, lorsqu'il y avait eu les migrants syriens qui étaient arrivés, l'initiative qui était prise à Montrottier par le maire, qui avait dit au départ, les habitants étaient un peu paniqués, on allait accueillir une trentaine de familles syriennes, et en fait, ça a fait quoi? Ça a sauvé une classe à l'école, ça a sauvé l'épicerie, et les enfants des habitants ont des nouveaux copains. Vous voyez, donc je pense qu'on met toujours trop en avant, aujourd'hui, dans notre société, les problèmes que causerait l'immigration et pas assez, effectivement, les opportunités. Et j'en ai discuté, je me souviens, il y a quelques mois, avec le patron du MEDEF, Éric Roux-de-Bézieux, qui lui-même disait qu'il espérait qu'un jour, en France, on pourrait permettre aux patrons, il me citait l'exemple de la Bretagne, où beaucoup de secteurs sont en tension, qu'on pourrait permettre aux patrons d'embaucher légalement et non pas illégalement, notamment des demandeurs d'asile, des gens qui sont en attente de papiers, qui sont en situation irrégulière et qui ont envie de bosser. Et vous savez, la semaine dernière, enfin il y a 3 jours plutôt, j'étais chez Cédric Roux dans la vallée de la Roya. Cet homme qui avait été condamné pour avoir accueilli des migrants chez lui et qu'aujourd'hui a développé avec la fondation Emmaüs tout un travail formidable où il a effectivement des demandeurs d'asile avec lesquels on a pu échanger pendant une journée sur le programme de Yannick Jadot. Il a des demandeurs d'asile qui travaillent, qui s'insèrent, etc. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui pouvoir mettre en avant toutes les opportunités qu'amène l'immigration et tous les parcours de vie que c'est et cette mobilisation, cette générosité qui mobilise les Français. Donc si vous voulez une mesure phare, moi j'en donnerais une essentiellement, c'est je crois la généralisation de l'apprentissage du français. C'est ce que veut faire Yannick Jadot, généraliser l'apprentissage du français, donc ils mettent les moyens pour que les demandeurs d'asile, aujourd'hui, puissent effectivement apprendre le français très vite, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, en réalité, on a des exilés qui se retrouvent dans une situation de pauvreté, d'isolement, de sentiment d'être pourchassé par la police. Et du coup, ça, c'est pas bon pour l'intégration. Et c'est derrière que ça peut générer, effectivement, des situations de délinquance. Donc, la généralisation de l'apprentissage du français et la fin de la rétention des mineurs. C'est pas normal qu'aujourd'hui, dans notre société, on ait la rétention des mineurs qui dure et qui dure. Un élément de réponse ? Moi, je partage une grande partie de ce que vient de dire Hubert. Et je ne crois pas qu'il faille opposer comme cela ce qu'on peut faire avec des gardes frontières et la création d'un service et notre capacité d'accueil. Si on veut pouvoir justement préserver ce droit d'asile, qui est une de nos grandes traditions républicaines françaises, si on veut pouvoir accueillir comme cela quand il y a des crises, il y a eu la crise donc, ukrainienne actuellement, il y a eu encore il y a quelques mois la crise afghane, la France a été au rendez-vous, a fait en sorte d'accueillir de nouveaux Afghans. Nous en avons accueillis depuis une vingtaine d'années. Le discours n'était pas le même, hein, par contre. Le discours d'Emmanuel Macron n'était pas le même, et l'accueil n'était pas le même non plus. Et on a accueilli effectivement. Hubert, je pense que l'accueil, il n'est pas que de la responsabilité du gouvernement, il est aussi du ressenti des Français. Et sur les Syriens également, sur la crise syrienne, il y a eu des accueils. Mais si, par contre, on mélange tout, on considère que le droit d'asile pour des personnes qui fuient des pays en guerre, qui fuient des répressions, qui fuient des oppressions, pour différentes raisons politiques, d'orientation sexuelle ou d'orientation religieuse, et on les mélange avec des personnes qui quittent leur pays pour une migration économique, et qu'on peut comprendre par rapport à des pays en grande difficulté, mais notre responsabilité à la gestion d'un pays comme la France, c'est de ne pas mélanger toutes ces migrations et bien de les distinguer. Et le droit d'asile, il est fondamental et nous devons continuer à le préserver et à l'améliorer, mais par contre, nous devons être très très prudents sur les migrations économiques, et c'est là où nous devons protéger nos frontières. Oui, moi, je suis effectivement pour distinguer l'asile de l'immigration, hein, et notamment pour augmenter les moyens de l'OFPRA, parce qu'aujourd'hui, les délais d'obtention, les délais de traitement de l'asile sont encore trop élevés, même s'ils ont un petit peu baissé, mais ils sont encore beaucoup trop élevés. Donc, bien sûr qu'il faut distinguer l'asile de l'immigration, mais pas pour estimer que, effectivement, la France a vocation à protéger ceux qui fuient, et il faut, n'empêche qu'on est d'accord là-dessus, il faut y compris aujourd'hui protéger l'asile, parce qu'on a même aujourd'hui dans nos concurrents, dans les candidats à la présidentielle, des candidats comme Éric Zemmour qui mettent en compte même l'asile. C'est-à-dire la vocation de la France à protéger et même pas les des personnes qui sont effectivement menacées dans leur pays. Mais ça ne veut pas dire que l'immigration
du coup, c'est haro sur l'immigration, parce qu'on va dire asile et pas immigration. Parce que, comme je le disais, et les discussions avec le patronat français le montrent, l'immigration, aujourd'hui, peut être une chance dans beaucoup de nos territoires, pas seulement pour l'emploi, mais comme je le disais à Montrottier, pour les écoles, pour sauver des commerces. Donc, par contre, l'important, c'est vraiment la répartition sur l'ensemble du territoire. Et c'est pour ça qu'il faut une politique européenne de l'immigration. Et même les ONG disaient, nous, on est d'accord, parfois pour contraindre les personnes immigrées, les personnes exilées, à s'installer sur tel ou tel territoire, parce qu'il faut effectivement une bonne répartition. Oui. Et en réalité, l'Europe elle-même, s'il avait une vraie politique migratoire d'accueil, l'Europe a tout à fait la capacité d'accueillir la migration qui va augmenter. Parce que on parle des réfugiés climatiques, mais globalement, si vous voulez, le développement, contrairement à ce qu'on pense, le développement favorise la mobilité. Bien sûr qu'il y a beaucoup de migrants qui fuient la pauvreté, mais en réalité, le développement, globalement, favorise la mobilité dans le monde. Et donc, l'immigration ne va pas s'arrêter. Et ce n'est pas parce qu'on va tripler les effectifs de Frontex, etc., qu'on aura moins d'immigration. Il faut assumer le fait que, de toute façon, l'immigration va continuer et qu'il faut donc se donner les moyens d'accueillir et d'intégrer. Un mot de conclusion très rapide, si vous voulez, sur cette thématique ? Écoutez, moi, je pense que, encore une fois, on ne peut pas estimer qu'on pourra accueillir tous les réfugiés de toutes les problématiques économiques, climatiques de notre monde. Par contre, c'est vrai que là aussi, il faut continuer sur la construction européenne à avoir cette organisation de la protection, du suivi des frontières, mais aussi de la répartition ensuite, d'avoir cette solidarité européenne pour la répartition des flux migratoires sur l'ensemble de l'Europe. Allez, on avance dans le débat vers notre dernière thématique, la thématique des retraites. Hubert Julien Laferrière, une proposition phare du candidat Yannick Jadot en la matière. Vous savez, moi, je suis parti de la République En Marche au moment du débat sur les retraites. Il y avait un projet, moi, je n'étais pas contre l'ensemble du projet qui se discutait avec les syndicats, parce qu'on a effectivement un système de retraite qui n'est pas assez redistributif. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait des propositions qui étaient très bonnes en matière de redistribution, notamment pour les femmes, pour les agriculteurs. Et puis, le Premier ministre est arrivé d'un coup comme ça, il a dit, tiens, on va mettre un âge pivot, et il a cassé complètement la négociation, et il a mis des millions de travailleurs dans la rue. Et il y a notamment un sujet sur lequel moi je ne lâcherai jamais, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas de reculer l'âge de la retraite qui va être la solution. Pourquoi ? Parce que le taux d'emploi des seniors à partir de 55 ans, effectivement, est très faible. Et qu'aujourd'hui, de toute façon, on a plus de la moitié des seniors de plus de 55 ans qui ne sont pas au travail, qui sont déjà au chômage. Et donc, reculer l'âge de la retraite, ce n'est pas la solution. Et c'est encore moins la solution quand on regarde l'espérance de vie qui, globalement, augmente en France. Mais on a aujourd'hui, dans les métiers les plus pénibles, des personnes qui, effectivement, ont une espérance de vie qui n'est guère plus de 65 ans. Donc, notre mesure phare, ce sera évidemment de remettre en place, de rétablir le compte pénibilité qui avait été supprimé par le gouvernement actuel, parce qu'il faut prendre en compte les différentiels d'espérance de vie, et donc rétablissement du compte pénibilité pour pouvoir prendre en compte ceux qui ont des travails les plus pénibles et qui doivent partir à la retraite plutôt que les autres. Et puis, il faut évidemment augmenter la formation des seniors pour qu'ils puissent garder leur emploi jusqu'à la retraite ou changer d'emploi. Et puis surtout, avoir une retraite d'épanouissement, parce que beaucoup de retraités ont envie de se sentir encore utiles à la société, quitte à faire des activités bénévoles. Et pour ça, il est important qu'il y ait des formations qui se mettent en place. Thomas Rudigoz. Dans le programme d'Emmanuel Macron, effectivement, il y a le passage à la retraite à 65 ans, alors que ça va être un long processus de négociation, de concertation, mais c'est l'objectif. Et pourquoi cet objectif ? Parce qu'on veut aussi permettre d'avoir une retraite décente pour tous. Et pour moi, l'annonce forte que je ferai sur les retraites, c'est pas obligatoirement, bien sûr, tout le monde a entendu les 65 ans, mais c'est aussi une retraite minimale à 1 100 €. Et pour arriver à cela, et pour arriver à sauver le système de notre retraite par répartition, qui est essentiel et qui, là aussi, est un des grands éléments de notre pacte républicain, il n'y a pas d'autre solution que de prolonger l'âge de départ à la retraite. Ou alors, il faudrait baisser le niveau des retraites, ou alors il faudrait augmenter les cotisations salariales et patronales. Et ça, nous ne le voulons pas, puisque depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron a fait en sorte de baisser les charges, justement, patronales et salariales.
Et cette baisse des charges patronales et salariales que nous avons déjà faites et que nous allons continuer à faire d'ailleurs dans le prochain quinquennat, si les Français nous donnent le mandat pour cela, c'est justement de créer de la croissance. C'est que notre économie marche, fonctionne, que la croissance augmente, ce que nous avons pu constater l'année dernière avec un taux de croissance qui n'avait pas été atteint depuis plusieurs décennies, avec un taux de chômage qui a baissé. Et sur la problématique effectivement des seniors, du taux de chômage des seniors, là aussi, il a baissé. Bon. Une fois dit cela, c'est vrai qu'il faut prendre en compte l'ensemble des disparités de nos concitoyens. Par exemple, les personnes qui sont touchées par l'invalidité, on maintiendra leur âge de départ à la retraite à 55 ans. On tiendra compte de la pénibilité, là aussi. Mais tout cela va ensuite être l'objet d'une vaste concertation. Et ensuite, il y aura le Parlement qui sera saisi. Et ce n'est pas à Hubert que je vais rappeler comment le Parlement peut débattre des heures et des heures, si ce n'est des nuits, pour justement faire évoluer un texte initial. Donc, on tiendra compte de la pénibilité physique, mais aussi intellectuelle, psychologique. Le président de la République, quand il a été questionné sur les retraites, il a pris l'exemple du personnel enseignant. On ne va pas demander effectivement à un enseignant de continuer à travailler, à être face à des classes, des fois dans certains secteurs tendus, jusqu'à 65 ans. On sait très bien que déjà, certains enseignants, arrivés à l'âge de la retraite actuelle, c'est déjà difficile. Ils sont déjà pour certains, si je ne dirais épuisés, fatigués. Donc il faut tenir compte de l'ensemble de ces paramètres. De la même façon, il faudra aussi voir comment on peut faire évoluer certains métiers, et notamment, c'est là aussi, il faudra mettre le paquet sur la formation, ce que nous avons déjà fait d'ailleurs dans le précédent mandat. En matière de formation, nous avons eu un plan d'investissement extrêmement élevé pour toutes les catégories de la population, mais aussi pour les seniors, pour leur permettre justement de s'adapter, de pouvoir avoir des évolutions dans leur travail qui ne peut pas être le même que quand ils avaient 30-40 ans. Mais, encore une fois, je vais reparler de l'Europe. Si on se compare, et on est obligé de se comparer à un moment donné, parce que nos voisins européens, ils ne sont pas si différents de nous quand même. L'âge moyen de départ à la retraite actuellement dans l'Union européenne, il est de 65 ans. Rien que l'Italie, à côté de chez nous, c'est 67 ans. Donc on le voit bien qu'on était quand même dans un système qui était un petit peu encore exceptionnel à la française. Et si on veut sauver notre système par répartition, et c'est bien cela la volonté d'Emmanuel Macron, il faut pour nous repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans et permettre d'avoir un revenu minimum à 1 100 euros. Allez, je propose un élément de réponse, Hubert. Moi, j'entends bien. Puis ensuite, je vous demanderai de conclure, parce qu'on arrive à la fin du débat. J'entends bien ce qui est dit, mais d'abord, pourquoi, dans ce cas-là, avoir supprimé le compte pénibilité ? Pourquoi, j'entends bien ce que dit Thomas sur l'âge de la retraite, mais pourquoi avoir cassé les négociations qui effectivement étaient très intéressantes sur l'évolution de notre système de retraite en mettant un âge pivot qui a complètement cassé la négociation, mis des millions de personnes dans la rue, divisé la société pour finalement n'aboutir à rien du tout. Donc moi, je n'ai pas totalement confiance effectivement en Emmanuel Macron qui va nous dire cette fois, on va faire une super réforme des retraites, plus égalitaire, etc., alors qu'on a tout fait pour que ça ne se fasse pas pendant ce mandat. Ça me pose quand même un petit problème. Donc maintenant, on nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir, un système de retraite plus juste, etc. Et encore une fois, non au retour de la retraite à 65 ans, oui à un grand plan pour le taux d'emploi des seniors, parce que l'important, c'est déjà que les seniors puissent travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Le financement de la retraite, c'est pas avec un âge pivot à 65 ans qu'on met en place. C'est en faisant en sorte que les seniors, effectivement, puissent travailler jusqu'au départ à la retraite et ne soient pas, en fait, au chômage déjà 5 ans avant. Allez, on a rattrapé les temps de parole, on est sur un bon équilibre. Je vous propose de conclure ce débat, chacun rapidement, en une trentaine de secondes, comme vous l'avez démarré. Je vous propose de conclure en premier, Thomas Rudigoz. Mais écoutez, moi je pense là on arrive à la fin d'une campagne de premier tour qui, malgré ce qu'on a pu entendre, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de campagne classique. C'est vrai que dans un contexte très particulier, mais on le voit, on est avec vous, on débat, on est sur le terrain les uns les autres, on rencontre nos concitoyens, donc il y a cet échange. Et moi, ce qui est très important actuellement, évidemment, je demande à nos concitoyens, aux Lyonnaises et aux Lyonnais que je rencontre, de voter Emmanuel Macron, mais aussi des fois quand on rencontre des jeunes, et récemment nous étions d'ailleurs sur un débat avec Hubert devant des étudiants, moi je les appelle à aller voter. C'est extrêmement important, ça va être un des points essentiels. Il ne faut pas que nous ayons un taux d'abstention qui soit le même
qu'en 2002, qui avait été le taux d'abstention le plus élevé, quasiment 30%. Nous avons une chance extraordinaire de vivre en démocratie quand on voit ce qui se passe juste à quelques milliers de kilomètres de chez nous en Europe. Je demande à nos concitoyens d'aller voter, c'est cela qui est le plus important. Une minute de conclusion, pareil. Effectivement, Thomas a raison. Allez voter. Allez voter parce qu'effectivement, notre société, notre monde est confronté au plus grand défi auquel il n'est jamais été confronté, à savoir le défi climatique et de la préservation du vivant, et donc la préservation de notre humanité. Et malheureusement, la guerre en Ukraine, d'une certaine façon, valide ce que disent les écologistes depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il faut s'affranchir de notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc, la politique écologique, pour nous, la priorité des priorités, c'est effectivement la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité, et ça doit passer par une vraie ambition écologique, et notamment d'investissement dans les énergies renouvelables, et puis de sortir globalement des pesticides, des engrais azotés, tout ce qui est dans le programme de Jadot, tout ce qui avait été promis par Emmanuel Macron, mais qui n'a pas été réalisé. Je vous remercie tous les deux pour ce débat. De très bonne tenue d'ailleurs, pas eu de coups échangés. J'aurais voulu réagir là, mais bon, c'est trop tard. Vous aurez l'opportunité de vous exprimer. Je vous rappelle le débat en public cette fois qui aura lieu lundi au Doc Circus organisé par la rédaction de Lyon Mag à partir de 19h. C'est ouvert au public. 6 candidats seront représentés, donc vous aurez l'occasion de vous exprimer de nouveau puisque vous représenterez Emmanuel Macron. Les écologistes seront représentés par Sofia Popov, les Républicains par Pierre Oliver, la France Insoumise par Anaïs Bellouassa, le RN par Andrea Cotarac et Reconquête, parti d'Éric Zemmour, par Éric Pellet. Donc on vous donne rendez-vous lundi à 19h au Doc Circus pour suivre ce débat que j'aurai le plaisir d'animer. Et puis moi je vous retrouve lundi matin pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.